Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer. Comme d'habitude, un de vos rédacteurs en chef, Adi Raphaël, ici présent. Et cette fois-ci, nos deux autres rédacteurs en chef ne sont pas disponibles, mais je suis rejoint par un de nos rédacteurs sur Culture Soccer et mon ami Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Eddie, bonjour à tous et à toutes. C'est le retour des renards du soccer en cette période assez particulière. Exactement, pour ceux qui ne connaissent pas Renards du Soccer, c'était effectivement une émission qu'on faisait, Mathieu et moi, une émission vidéo. Il y a encore, si vous voulez aller voir certains épisodes qui sont encore en ligne sur la chaîne YouTube des Renards du Soccer. Mais bon, bref, c'est malheureusement plus en vigueur. Par contre, on est là pour faire un podcast avec Culture Soccer. On commence en premier, bien évidemment, parler de l'actualité de la MLS. On va parler aussi, le programme va parler des matchs allés de la Ligue des Champions CONCACAF. Il y a eu 3 sur 4 matchs qui ont été joués. Par contre, le 4e a été repoussé, tout comme la saison MLS qui a été suspendue jusqu'à maintenant pour 30 jours. On va voir ce qui va se passer dans le futur. Mais pour 30 jours, parce que à cause du coronavirus, une mesure assez logique, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, tout à fait. Puis quand on regarde ce que d'autres sports nord-américains ont fait, les décisions qui ont été prises, à commencer d'ailleurs par la NBA, la MLS a tout de suite ou presque suivi avec la décision de suspendre ses activités. On sait que dans la NBA, il y avait un joueur qui avait été testé positif. Là, il y en a eu 2 autres depuis. Donc, la NBA a été très vite. Ils ont en fait été peut-être beaucoup plus vite que certaines politiques. Alors, à partir de là, tout s'en est suivi et je pense que c'est un petit peu normal. D'ailleurs, je pense qu'en Europe, un peu partout, tout a été arrêté. On joue encore au soccer au Mexique et puis j'ai remarqué au Brésil. Mais éventuellement, je pense que ça va arrêter un peu partout. Ce sont des mesures normales si on veut éviter la propagation du virus qui fait les manchettes depuis quelques semaines. Exactement. On espère en tout cas, on vous demande à tous qui nous écoutez, bien évidemment, de faire attention à vous, de continuer à vous laver les mains, de vraiment faire attention à votre hygiène et à essayer de sortir le moins possible en espérant que vos emplois et ainsi de suite ont vraiment fait en sorte de vous isoler le plus possible pour ne pas contracter ce virus-là. Parce que bien évidemment, le fait de le contracter, si vous êtes jeune et si vous êtes en santé, c'est pas la fin du monde. Par contre, le fait de contaminer des personnes qui ont une santé fragile, c'est ça qui est le plus dangereux. Donc, bref, faites attention à vous. On espère bien évidemment que c'est ça, vous avez pris toutes les précautions nécessaires. Ici, comme l'a dit Mathieu, on a pris les précautions nécessaires, bien évidemment, avec la MLS, comme d'autres ligues nord-américaines aussi qui ont suspendu leurs activités. On parle de hockey, on parle de NBA, on parle de basketball, on parle d'un peu tout, en fait, qui s'est arrêté. Donc, bref, on va voir ce qui va se passer d'ici là. C'est sûr que c'est un peu plate, comme on dit au Québec, le fait de ne pas avoir de soccer à regarder. N'empêche, on comprend très très bien les décisions. Mais parlons de ce qui s'est déroulé déjà. On va parler en premier, bien évidemment, de la Ligue des Champions CONCACAF. On peut très bien parler un peu de MLS après, même si avec 2-3 matchs joués jusqu'à maintenant, ça vaut pas vraiment la peine. Non, il n'y a aucune grosse conclusion dont on peut tirer. Donc, je préfère me concentrer sur les 3 matchs de la Ligue des Champions CONCACAF qui ont été joués. On va commencer, bien évidemment, par Atlanta. Atlanta qui se déplaçait au Stade Azteca, le Club América, une des meilleures équipes, les Tigres, une des meilleures équipes au Mexique, avec bien évidemment pour les Français qui nous écoutent, André-Pierre Gignac qui est quand même la tête d'affiche de ce club-là. Une défaite 3-0 pour Atlanta. T'as pensé quoi de ce match-là, toi, Mathieu? Ça se sentait qu'un certain Joseph Martinez n'était pas là avec Atlanta United. On se souviendra qu'il s'est fait les croiser il n'y a pas si longtemps. Et c'est un de tes meilleurs atouts pour Atlanta, ne serait-ce que pour marquer les buts. C'est probablement l'un des meilleurs buteurs de la MLS au cours des dernières années. Et c'est clair que son absence, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de second attaquant qui pouvait répondre ou du moins compenser, si on veut, à
à son absence de Martinez, ben, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est face à une équipe comme Club América, qui est un habitué de la compétition, et où il ne faut pas oublier non plus que les clubs de la MLS ne sont pas rodés en début de saison. Ça, c'était très important de le dire. Alors, on a essayé de jouer avec Pity Martinez et Ezequiel Barco pour compenser dans des rôles plus comme attaquant de pointe, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. La formule à 5 défenseurs pour Atlanta n'a pas fonctionné non plus. Puis c'est vrai que la perte de quelqu'un comme González Pires, et aussi Parks qui a pris sa retraite, c'est clair que là, Atlanta, là, ils sont peut-être dans une phase de transition. Et en Ligue des Champions, surtout face à des équipes rodées comme Club América du Mexique, ça ne pardonne pas. Club América les ont attaqués d'emblée. Ils ont su prendre l'initiative. Ils ont exploité très vite les faiblesses de leurs adversaires. Alors pour moi, le pointage de 3-0 comme tel, c'est vraiment pas une surprise. Écoute, même si au niveau du total des tirs, Atlanta, c'est bien défendu, c'est clair que c'est vraiment la différence sur papier peut-être qui a fait la différence parce que c'est ça, Club América a su exploiter ses chances et a su aussi profiter de ses moments forts, notamment en fin de première mi-temps. Et en début de match, c'est dans ces moments-là que Club América a pris son ascendant, alors que si tu regardes du côté d'Atlanta, les seuls moments où ils ont dominé Club América, c'était au retour des vestiaires en deuxième demi, mais après ça s'est vite éteint. Le Club América a su faire le dos rond quand il a fallu. Fait que pour moi, là, si on résume ça globalement, il n'y a pas de surprise. Ben écoute, c'est sûr qu'il n'y a pas de surprise. On s'entend que Club América, c'est le club le plus titré de l'histoire de cette compétition-là. Donc il n'y a pas vraiment de surprise de voir Club América battre Atlanta. Par contre, pour ceux qui ont lu ma chronique sur Culture Soccer, moi je m'attendais à beaucoup plus des clubs de la MLS face au club de Liga MX. Dans ce match-là, je trouve que le score est un peu injuste. Je vais m'expliquer un peu parce que si vous regardez un peu les 3 buts et pour un peu la dynamique du match, c'est comme si tout est allé comme il faut du côté de Club América, puis rien n'est passé du point de vue Atlanta United. Je vais expliquer ça en quelques points. Donc déjà, si vous regardez par exemple le premier but, c'est sur une frappe sublime de Leonardo Suarez sur un retour de corner. Oui, il y a une petite erreur de point de vue de placement du côté d'Atlanta United. Par contre, la frappe, genre 9 fois sur 10, elle n'est pas cadrée ou bien elle est dans les bras du gardien. Donc, il faut dire que c'est vraiment une frappe majestueuse de la part de Leonardo Suarez. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose que je pense aucun gardien au monde n'aurait pu rendre parce qu'elle était vraiment très bien placée. Le deuxième but, ça c'est une magnifique pièce de jeu avec une super passe de Sanchez, de Richard Sanchez, le Paraguayen, à Henry Martin Mex, qui marque un but super beau, très bien placé dans le petit filet. Donc là, on peut rien dire. Là, on a vu la supériorité de Club América. Et puis après, tu vois, le troisième but, c'est sur corner. Encore une fois, donc tu as 2 buts qui viennent d'un manque je vais dire de concentration de la défense d'Atlanta sur corner. 2 buts qui viennent de là. Donc moi je trouve ça dommage. De l'autre côté, Atlanta s'est procuré des occasions. Atlanta non seulement s'est procuré des occasions, mais des occasions extrêmement dangereuses. Ils ont eu 2 poteaux durant le match et ces 2 poteaux-là auraient facilement pu finir au fond des filets. Donc si tu avais fini avec un score de 3-1, si un de ces 2 poteaux était rentré au fond, à ce moment-là, on aurait eu une autre lecture de la situation avec un but à l'extérieur. Atlanta n'aurait plus eu besoin que d'un 2-0 au Mercedes-Benz Stadium. On sait l'ambiance qu'il peut y avoir à Atlanta. Et là, ça aurait été toute une autre paire de manches. Par contre, dans ce cas-là, c'est un 3-0. Ça va être extrêmement difficile pour Atlanta United de revenir de l'arrière. N'empêche, j'ai aimé ce que j'ai vu en l'absence de Joseph Martinez. Cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a vu en MLS, où Frank de Boer avait mis Adam Yan en tant qu'attaquant de pointe, donc le deuxième attaquant qui était supposé être la doublure de Joseph Martinez. Cette fois-ci, Frank de Boer a décidé de passer avec un 5-3-2 ou un 3-5-2, comme vous voulez, dépendamment de la situation dans le match, avec Pity Martinez et Ezequiel Barco devant. Pity Martinez a eu un très très bon match, tout comme Ezequiel Barco. Bon, un peu moins que Pity Martinez, mais Pity Martinez, sérieusement, il était vraiment malchanceux vu que c'est lui qui a eu ces 2 poteaux-là. Donc bref, pour moi, je trouve que
c'est un résultat très difficile à gober pour Atlanta parce que j'ai pas trouvé qu'ils ont été si mauvais que ça. Après, bon, la supériorité mexicaine avec un club aussi talentueux que ça, bah, c'est ça, c'est normal. J'avais dit que c'était le club de Gignac, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolé, c'est le club de Giovanni Dos Santos. C'est exactement ce que j'allais te dire. Oui, excuse-moi, ouais, effectivement. Je me suis dit que le club de Gignac, c'est Tigresse. On va revenir là-dessus après. Mais c'est le club de Giovanni Dos Santos qui a eu une belle chance de marquer au début, puis bon, après qui a fait du Giovanni Dos Santos. Donc, qui a été un peu paresseux. Donc, vas-y, oui, Mathieu, excuse-moi. En fait, je voulais juste revenir. Le choix des mots est important. Moi, j'ai jamais dit qu'Atlanta était mauvais. Et je trouve, d'ailleurs, si on peut compléter ce que tu viens de dire, je trouve qu'ils ont quand même essayé. Ils n'ont pas été, comment je dirais ça, malgré le fait qu'ils aient joué à 5 défenseurs, ils ont quand même essayé de faire des choses, de jouer avec le ballon, d'essayer de créer des chances. Donc, ils se sont pas... comment dire, ils n'ont pas été sur les talons tout le match. Ils n'ont pas tenté de jouer le jeu de transition nécessairement face à Club America. Par contre, moi, je pense que ça a été la clé et ça explique aussi peut-être le résultat. C'est que les deux premiers buts de Club America, c'est avant d'arriver à la 20e minute. Donc, ça veut dire que Club America, probablement qu'ils savaient que Martinez n'était pas là. Ils avaient bien étudié la situation. Ils ont attaqué d'emblée Atlanta. Et en marquant 2 buts rapides comme ça, en se montrant opportuniste, c'est clair que ça les plaçait dans une position beaucoup plus confortable. Après, Atlanta avait probablement rien à perdre et ils ont su créer quelques chances, comme tu as dit, c'est tout à fait exact. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'en tirer parti, malheureusement. Tu l'as dit, il y a eu 2 poteaux. Parfois, c'est ce genre d'écart-là qui fait la différence dans un match. Et aussi, ce qui fait la différence entre une équipe qui, malheureusement, a des titulaires ou des joueurs qui ne sont pas là ou qui ne sont plus là, face à une autre équipe qui est rodée. Ça peut paraître une ligne mince, même si le résultat est plus grand, mais c'est juste, pour moi, c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui fait peut-être que je suis un petit peu moins surpris que toi du résultat, même si je pense pas qu'Atlanta était si déclassé que ça non plus, comme tu l'as dit. C'est ça, effectivement. Ben écoute, comme tu l'as dit, c'est l'expérience de club américain qui a fait la différence et je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, le score peut paraître très sévère par rapport à ce qu'on a vu durant le match. Passons au prochain match. C'est le match, je pense, qui c'était le seul match qui n'opposait pas un club de Liga MX à un club de MLS. En fait, le club de MLS, c'était l'Impact de Montréal qui recevait chez lui le CD Olympia, Olympia qui est le club hondurien. L'Impact de Montréal qui s'incline à domicile au stade olympique sur le score de 1-2. Une grosse surprise. L'Impact de Montréal a été l'énormissime favori dans ce match-là. Très, très grosse surprise de la place de la part du CD Olympia. Faut pas oublier que CD Olympia, c'est eux qui ont sorti les champions en titre de la MLS, les Seattle Sounders. Est-ce qu'on est en train de voir, selon toi, une histoire de petits poussés qui va arriver jusqu'à la fin, qui va surprendre tout le monde, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment, là encore une fois, l'Impact de Montréal qui s'est fait prendre au jeu? C'est difficile à dire, mais c'est clair que l'Impact est probablement tombé dans un piège, dans un sens. Je l'avais dit d'ailleurs sur Twitter, face au CD Olympia. On savait, parce que certains avaient observé cette équipe, que le CD Olympia était excellent dans le jeu de transition. Pas le jeu de transition que Montréal pratiquait dans la MLS pendant 6 ans, là, juste pour mettre les choses au clair là-dessus. Non, la différence, c'est que justement, les joueurs de CD Olympia sont à la fois physiquement assez imposants, très, très costauds, et surtout, ils ont de la vitesse en attaque. Alors, pour envoyer des longs ballons derrière la défense, ils savaient comment faire, même si on pouvait jouer leur jeu, c'est ce qui est arrivé à quelques reprises. Il y avait des moments où, à un moment donné, c'était attention danger. Et c'est ce qui est arrivé. L'Impact se laissait prendre parce que, effectivement, on voulait prendre l'ascendant dans ce match. On voulait marquer tôt, on voulait s'imposer. Et justement, le moment où le CD Olympia s'est bien préparé, c'est de faire bloc parce que le moment où ils sont en danger, c'est quand le ballon était derrière. Et l'erreur de l'Impact, c'est de ne pas avoir envoyé assez de ballons derrière leurs défenseurs, de ne pas avoir exploité leurs espaces convenablement. Ils ont manqué de lucidité au début de match. Et c'est là que Olympia a fait peur. Avec leur jeu de transition et leur vitesse, ils ont su prendre notre ligne de 5 à contre-pied, si je peux dire. Et c'est comme ça que l'Impact s'est retrouvé avec un recul de 2-0. Beaucoup d'opportunistes, donc, du CD Olympia. Mais
quand on avait vu un peu comment cette équipe-là jouait, parce que c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le fait qu'elle était excellente en coup franc, mais il y avait d'autres choses qu'elle offrait et c'est une équipe très, très homogène. Mais des fois, cette formule-là fonctionne quand toi, tu arrives avec une identité ou une façon de jouer qui a une chance de permettre ce genre d'occasion et c'est ça qui est arrivé pour l'Impact. Si on avait su, au moment de notre possession, mettre plus cette défensive-là en danger en première mi-temps, probablement qu'on aurait eu un pointage différent. Et d'ailleurs, les ajustements en deuxième demi de la part de l'Impact montrent que justement, c'était ce qu'il fallait faire. On a mis cette équipe-là sur les talons en deuxième mi-temps. Et moi, ça me laisse un bon espoir pour le match retour parce que je ne suis pas certain, moi, qu'au Honduras, là, évidemment, tout dépendamment quand on va jouer le match, le fait que le CD Olympia ne joue pas dans son stade habituel, ça laisse peut-être une chance, même si c'est un environnement hostile. L'Impact sait maintenant ce qu'il doit faire pour battre cette équipe et les mettre en danger. Et Olympia, je ne suis pas certain, un peu comme ça a pris ça, s'ils ont justement de la ressource ou un plan B qui serait capable de répondre à ça. Certes, ils ont été en deuxième demi quand même assez solidaires pour tenir le coup, mais pas certain, moi, que ça va tenir pendant 90 minutes dans un match si l'Impact joue correctement les espaces au match retour. Ben écoute, tu l'as très bien résumé. Je vais juste appuyer là où ça fait mal un peu plus. Parce que je suis un peu plus virulent dans mes propos parfois. Je trouve que Trollio, l'entraîneur de CD Olympia, a donné une leçon à Thierry Henry. Je trouve que Thierry Henry s'est fait battre, mais vraiment tactiquement dans la première mi-temps, dans les premières 45 minutes, Thierry Henry a paru vraiment petit par rapport à Trollio. Et bien évidemment, on a vu l'Impact de Montréal n'a eu, je pense, aucun tir cadré lors de la première mi-temps. Aucun tir cadré à domicile avec 75% de possession. C'est quand même grave. Tu as parlé du fait que il fallait jouer en profondeur. Et je veux appuyer sur ça parce que tu as complètement raison. Parce que le CD Olympia était en train de presser. Il y avait un pressing fait avec 4-5 joueurs. Ben, quand tu as 4-5 joueurs qui font un pressing haut sur tes défenseurs centraux et sur tes 5 défenseurs, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, tu as des espaces. On a vu plusieurs fois, et Maxi Urruti, et Romel Kyoto faire des appels en profondeur, puis personne les servir. Et on a vu souvent des gestes de frustration de la part de Urruti. Et à chaque fois qu'on a trouvé Urruti en profondeur, il y a eu du danger. Bon, Urruti a perdu le ballon une fois, on comprend ça. Sauf qu'il a créé du danger à chaque fois qu'il a reçu en profondeur, et ça, c'était plus en seconde mi-temps. Et c'est ça que je trouve dommage. La deuxième chose que je trouve dommage, c'est que le CD Olympia a dû faire un changement à la 14e minute en faisant rentrer leur gardien des moins de 23 ans, Alex Guiti, à la place de Hendrik Menjivar. Menjivar, c'est grâce à lui que CD Olympia avait éliminé Seattle au tir au but. Donc, la première chose que tu penses quand tu as un changement de gardien, c'est quoi? Ben, teste le gardien, tire de loin. Le gardien, il est pas encore réchauffé, il n'a pas encore pris ses marques, il n'est pas encore dans l'action. C'est là que tu dois tirer, tu dois le bombarder de tirs. Il n'y a eu aucun tir. Bref, juste après, tu vois que Olympia, ce qu'il faisait, dès qu'il recevait le ballon et dès qu'il interceptait le ballon, il lançait en profondeur n'importe comment. C'était jamais quelque chose de précis. C'était vraiment dégagé comme ils peuvent. Puis avec la vitesse de leurs deux attaquants, ben, ils se sont retrouvés 3 fois en situation extrêmement dangereuse. Il y a 2 fois où ils ont trouvé le fond des filets. Et la 3e fois, ben, il y a eu un arrêt miraculeux de Clément Diop en dehors de sa surface qui aurait très bien pu, s'il avait touché avec la main, provoquer un carton rouge. Heureusement, il a touché avec le pied. Donc bref, très difficile la première mi-temps pour l'Impact de Montréal. Après, en deuxième mi-temps, je suis complètement d'accord. Thierry Henry a remarqué certaines choses, a décidé de s'ajuster en passant à un système à 4 défenseurs. Et je trouve que c'était la chose à faire parce qu'il a sorti le défenseur droit Zachary Broguillard qui était complètement à côté de son match pour faire entrer Orji au concours. Il passe en 4-3-3 et c'est quand il est passé en 4-3-3 qu'on a vu l'Impact de Montréal prendre le dessus. Bien évidemment, il y a eu juste un seul but sur un tir de loin, bien évidemment, Safir Taider, un but somptueux pour être très honnête. Et après, l'Impact de Montréal aurait pu marquer facilement 3-4 buts.
Après, ils ont été malchanceux sur certaines choses ou bien très maladroits sur d'autres parce que je trouve que Anthony Jackson-Hamel a une chance en or et il a même pas cadré sa tête tandis qu'il était extrêmement proche du but. Donc bref, une chance ratée pour l'Impact de Montréal parce que je pense de toutes les équipes de la MLS qui avaient une chance d'avoir un petit coussin avant le match retour, c'était l'Impact. Et l'Impact se fait avoir comme un bleu, sans mauvais jeu de mots. Ah, mais ça, c'est des choses qui arrivent. L'Impact n'est pas encore rodé à 100%. On n'est pas encore habitué. Moi, je l'avais écrit aussi sur Twitter. On n'est pas encore habitué à jouer avec le ballon. Ça a apparu dans ce match. Alors, c'est des choses qui vont se mettre en place avec le temps. Ça, il faut laisser du temps. Il ne faut pas oublier, mais ce n'est pas une excuse, qu'il y avait beaucoup d'absents. Je sais que beaucoup auraient aimé qu'Okonkwo soit partant, mais Thierry Henry a expliqué qu'il n'avait pas encore la forme optimale pour être titulaire. Alors, ça fait peut-être une différence. Il y a Boyan qui n'est pas là, et moi, je pense que sa perte, ça s'est fait sentir. Ça aurait fait pour moi une différence, notamment dans ce que tu appelles les appels en profondeur, mais dans l'axe. Parce que Safir Taider occupait ce poste-là, mais pour une raison quelconque, et je pense que beaucoup l'avaient remarqué, il reculait pour donner des options, mais il reculait trop pour moi, alors qu'il aurait dû au contraire attaquer et faire reculer davantage cette défensive. Donc, en quelque part, il y a une partie de la responsabilité qui revient peut-être aux joueurs, certes, mais on partait avec justement des joueurs absents, tout ça. Et c'est là où je suis peut-être un petit peu plus positif. C'est qu'en deuxième demi, une fois qu'on a fait les ajustements, on a vu que malgré ces absents-là, cette équipe-là est capable de montrer du caractère, de montrer qu'elle est capable de s'ajuster puis d'avoir des solutions. Et ça, je pense que ça peut aider au match retour, même si ça a lieu au Honduras. Après, il faut être franc. Rappelons-nous qu'au moment où on a commencé la Ligue des champions qui s'est pris ça, on donnait pas cher de la peau de l'Impact. Là, même si on a perdu, c'est une première défaite contre Olympia, il y a beaucoup de gens qui ont commenté, qui ont aimé l'attitude de l'équipe. Oui, c'est vrai que c'est très, très... Et on aime aussi la façon qu'elle a d'attaquer le but lorsqu'elle est capable de le faire. Alors moi, quelque part, la marge de progression, on la sent toujours. Ça, c'est encourageant. Après, bien évidemment, c'est sûr qu'au niveau tactique, mais Troglio, lui, ce qu'il a fait, il l'a fait au plus simple. Hein? Il connaît bien l'identité de son équipe. Il sait ce que cette équipe-là est capable de faire. Il se dit, je suis à l'étranger. J'ai Thierry Henry en face qui va sans doute vouloir attaquer mon but. À nous de faire de telle façon pour le contrer. Il a gardé les choses simples, en fait, et ça a marché pendant 45 minutes, c'est tout. Alors, c'est là-dessus, je pense que et les joueurs et Thierry Henry se sont fait prendre au piège, mais au moins, c'est ça que j'aime, c'est que contrairement au passé, on a été capable de trouver des solutions pour ramener les choses de manière plus intéressante. Et ça, c'est peut-être la différence justement avec le manque d'opportunisme d'Atlanta face à Club América, même si c'est pas la même chose. Ben, l'Impact a réussi à marquer un but. Aurait pu en marquer un deuxième, n'eût été de cette histoire assez rock'n'rollesque du penalty avec l'adjoint. Il y a aussi ça, bien évidemment. Alors ça a fait toute une histoire. Alors peut-être ça aurait été 2-2 et on aurait dit, ben l'Impact a montré du caractère et parvient à sauver les meubles. Mais moi, je suis pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'Impact n'a pas montré quelque chose pour se dire, ils vont se faire battre au Honduras, c'est sans espoir. Au contraire, et on voit que les joueurs y croient aussi. Maintenant, c'est ça que j'ai écrit aussi sur Twitter. Il reste qu'il y a eu des leçons à tirer de ce match et j'espère que les joueurs vont bien saisir ces leçons-là. Ils vont réussir à bien les apprendre et à bien les ingurgiter pour que pour la suite des choses, peu importe qu'on soit éliminé ou non de la Ligue des champions, on puisse progresser collectivement selon le plan que Thierry Henry et Olivier Renard, eux, ont mis en place pour cette équipe-là à moyen et long terme. Exactement. En tout cas, on verra ce qui va se passer au match retour, si jamais il y a un match retour, parce qu'on ne sait pas encore si la saison va continuer, que ce soit dans tous les sports, bien évidemment, à travers le monde. On verra par rapport au match retour. Par contre, il va falloir faire attention parce que le match retour se joue, comme tu l'as dit, à San Pedro Sula. On se rappelle bien évidemment du cauchemar que l'équipe nationale canadienne avait vécu face au Honduras. On parle d'équipe nationale, mais c'est chaque fois qu'on mentionne San Pedro Sula, pour tout Canadien, il y a des frissons qui lui passent dans le dos parce que l'équipe Canada, qui était sur le point de se qualifier en Coupe du Monde, a perdu sur le score de 8-1 et avait été éliminé sèchement par le Honduras. C'était il y a longtemps. On espère qu'on a retenu la leçon. Il va falloir accepter de souffrir. On sait que c'est une équipe qui tacle. C'est pas des équipes de finesse, hein, les équipes du Honduras, l'équipe nationale ou les équipes locales. Même on l'a vu dans ce match-là contre l'Impact. J'avais même l'impression que les joueurs avaient
avait peur de se faire mal en première demi, ben, il va falloir accepter de se faire mal, il va falloir accepter de souffrir, mais on va être sur gazon naturel là, quand même. Là. Alors, il n'y aura pas d'excuse pour dire que c'est le gazon du stade olympique. Là. Fait qu'il faut, il va falloir aller dans la mêlée, il va falloir se battre pour chaque ballon. Puis il va falloir accepter ça. Il va falloir accepter de recevoir des tacles dans les jambes. Puis non, mais c'est sûr. Ça va être difficile, mais il va falloir se battre, bien évidemment. Et on passe au troisième match de cette Ligue des Champions. Le match aller, c'était New York City FC qui recevait les Tigresses. Et c'est là où c'est le club d'André-Pierre Gignac. Avec, bien évidemment, plein d'autres très, 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 très bons joueurs. Juste pour ne nommer que quelques-uns, je vais vous nommer Edouard Vargas, je vais vous nommer Javier Aquino, je vais vous nommer Guido Pizarro, et je vais vous nommer Ener Valencia, qui a même pas joué dans le match, Carlos Salcedo, Nicolas Lopez, bref, que des internationaux partout. Une équipe, selon moi, bien au-dessus de toute équipe MLS sur papier. Par contre, je regarde ce match-là, et pour moi, je trouve que c'est quand même une sorte de hold-up de la part des Tigresses. Les Tigresses se sont imposées 1-0 à New York, à New Jersey, vu que New York City FC jouait dans le stade de son rival, les Red Bulls, donc Red Bull Arena, ce qui est un peu très bizarre. Donc voilà, pour moi, j'ai qualifié ça d'un hold-up. Parle-nous, j'aimerais bien avoir ton avis en premier, Mathieu, puis je répliquerai après. Bon, premièrement, tu as dit que c'était bizarre qu'on joue au stade des Red Bull, mais en quelque part, est-ce que c'est pas aussi bizarre de jouer dans un stade avec les dimensions réduites sur le terrain? Ben oui, c'est sûr. New York City FC. Bon, ça, c'est une autre histoire. Après, ça a été du lot, ça a probablement été au score. L'impression qu'on a, c'est que le match a été très serré, très, très disputé. Mais tu as raison, New York City FC est l'équipe qui a obtenu le plus de chances, même si la toute première chance venait de Tigres suite à une erreur du défenseur qui a fait une mauvaise remise. Mais après ça, ce sont l'équipe en bleu qui ont su prendre l'initiative, qui ont attaqué le but adverse. Plusieurs chances ratées. Est-ce qu'encore une fois, c'est le rodage qu'il faut remettre en ligne de compte? Je ne le sais pas. Mais c'est vrai que New York City a voulu prendre l'ascendant, a voulu attaquer son rival, a voulu marquer les premiers. Ils ont été beaucoup plus affamés. Mais c'est finalement Tigres qui est parvenu à aller chercher un résultat. Et comme tu dis, il y a peut-être un côté hold-up parce que ce but-là survient en fin de match. Alors, quelque part, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Donc, en quelque part, c'est vrai qu'il y a un petit côté, je te rejoins là-dessus. Là. Il y a peut-être quelque chose qui relève du hold-up là-dedans parce que New York City a été, selon moi, la meilleure équipe sur le terrain dans ce match-là. Mais voilà, Tigres, ils ont fait le dos rond tout le long et New York City, malheureusement, doit payer pour son manque d'opportunité. Et ensuite, je pense que sur le but, je trouve que le gardien Johnson ne maîtrise pas bien le ballon. Et c'est un ballon, je pense qu'il avait la chance peut-être de mieux maîtriser et il s'est trouvé qu'il y avait un joueur de Tigres, bien entendu, qui était là au moment où ça s'est produit, parce que c'est ça le problème avec les arrêts mal maîtrisés des gardiens. Souvent, tu peux le payer cash, et c'est ça qui est arrivé malheureusement dans ce cas-ci, dans ce match-là, puisque Eduardo Vargas a profité de l'opportunité du ballon perdu pour aller marquer. Et c'est ça qui est triste dans un match, mais c'est toi qui domines, mais à la suite d'une erreur et d'une fin de match où l'adversaire a une opportunité, elle en tire profit. Donc, c'est de l'opportunisme pour Tigres. C'est ça qui fait, selon moi, comme tu dis, que ça crée cette idée-là de hold-up. Mais ça veut dire aussi que contre une équipe de ce standard-là, tu as nommé tous les joueurs pratiquement de Tigres. Alors, ceux qui suivent un peu ce qui se passe au Mexique, ben, ils se disent, mon Dieu, sur papier, c'est impressionnant. Et là, c'est ça. Tu le payes cash. La marge d'erreur face à ces équipes-là, c'est toujours très, très mince. Et quand tu ne tires pas profit de tes occasions, ben, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça que les choses se passent. Après, c'est vrai que la deuxième demi, Tigres a repris l'ascendant après que New York City FC a eu des chances et après que Tigres a eu ce que j'appellerais une possession plutôt stérile, parce que les statistiques laissent croire que Tigres a été dominant tout le temps, mais ils ont été davantage un petit peu plus efficaces en deuxième mi-temps, même si New York a très bien joué son jeu. Mais c'est ça, là, en fin de match, là, ça s'est retourné contre eux, une erreur, et puis voilà.
Exactement, ben c'est exactement, tu as bien suivi ce que je voulais dire. Ben, tu m'as devancé dans ce que je voulais dire, mais c'est correct. Il n'y a pas de mal, Effectivement. voyons. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on a la même analyse. Je ne vais pas dire que New York City était supérieur. Je trouve qu'un match nul aurait été 100%, je pense, logique et juste, un 0-0, parce que je trouve que les deux équipes ont manqué d'opportunisme. Après, bon, New York City FC, j'ai pas senti que les Tigresses étaient bien au-dessus. Oui, ils ont gardé la possession, ils ont laissé la possession aux Tigresses parce qu'ils savaient qu'avec les joueurs en face, ça allait être difficile de garder le ballon. Par contre, je trouve qu'ils ont été aussi dangereux que les Tigresses avec juste 35% de possession. Et c'est ça qui est intéressant. On a vu t'as raison, Metrita. ils ont privilégié l'attaque, beaucoup plus l'attaque directe, et c'est là qu'ils ont été plus menaçants que Tigres. Exactement. On a vu Mitrita, on a vu Tadjouri Shradi, on a vu Hébert, tous avoir des chances assez intéressantes. On a vu, bien évidemment, j'ai trouvé ça un peu bizarre que Morales soit sur le banc, par contre, en commençant. On a vu Medina qui a eu une occasion aussi de marquer, qu'il n'a pas réussi à mettre au fond. Donc bref, il y a eu plusieurs occasions pour New York City FC de la mettre au fond. C'est la même chose du côté des Tigresses. Hein. Ils ont eu aussi beaucoup d'occasions, sauf que je trouve que ça a été égal. Et ce but-là, à la 92e minute, ben, ça fait mal. Ça fait mal au moral, ça fait mal partout parce que ça prouve que... bien évidemment, ben, sur papier, ça montre que Tigres a été supérieur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, bon, Tigres, ils vont avec un but à l'extérieur, une victoire de 1-0 à l'extérieur. Ils se retournent, bien évidemment, au Mexique pour jouer dans leur antre face à New York City FC. Ça va être extrêmement compliqué de retourner la situation pour New York City FC. Par contre, si jamais le match arrive, bien évidemment, mais si jamais ce duel-là a lieu, moi c'est un match que j'aimerais beaucoup voir. Vraiment parce que j'ai bien aimé comment les deux équipes se sont comportées. Le match était très plaisant à voir. Et je pense que les deux ont cette qualité-là de nous offrir quelque chose d'extraordinaire. On sent qu'il y a un but d'anthologie qui va sortir de nulle part quand on les voit jouer. Et c'est ça que j'ai envie de voir. C'est ça que j'ai envie de voir dans ce match-là. Des joueurs extrêmement talentueux, un niveau de jeu extrêmement intéressant. Bref, j'ai hâte de voir la suite, sauf que c'est très dommage. Donc, c'est comme si je pense que les clubs de Liga MX ou bien je sais pas qui a vu ma chronique et s'est dit non, ça va pas arriver, on va tous perdre. Et puis c'est ça qui est arrivé. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé. C'est vraiment dommage parce que je pense que à part l'Impact de Montréal, à mon avis, je pense qu'Atlanta, avec un peu de chance, aurait pu faire mieux. Et je pense que New York City FC, avec un peu moins de malchance, aurait pu faire mieux. Et je pense pas que je peux blâmer New York City FC. Atlanta, je peux les blâmer surtout pour leur couverture sur les coups de pied arrêtés. Après, Montréal, pour moi, c'est entièrement de leur faute de s'être fait prendre comme ça, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Ouais. Donc, bref, j'ai comme un goût amer dans la bouche, un goût vraiment amer dans la bouche en regardant ces résultats-là, parce que je trouve que c'était l'année où j'ai pas trouvé cet écart béant entre les deux ligues, entre la MLS et la Liga MX. Bien évidemment, on n'a pas vu le dernier match entre LAFC et Cruz Azul. On a vu que LAFC avait pu remonter un retard de 2-0 d'un des meilleurs clubs de Liga MX qui avait gagné 2-0 à l'extérieur. LAFC était revenu pour marquer 3 buts au match retour. Ben là, j'avais hâte de voir si jamais LAFC allait au moins montrer la voie au club MLS en leur disant, ben écoute, ça se fait et c'est possible. Ben là, le coronavirus nous a empêchés de confirmer que, bien évidemment, c'était possible pour un club de MLS, un autre club de MLS, d'éliminer un club mexicain. Donc bref, hâte de voir la suite. Oui. Puis, je veux dire, pour t'encourager un peu, je comprends, tu as écrit un article après le premier tour, et là, c'est sûr qu'on suit les équipes MLS. On voudrait qu'une équipe MLS remporte cette Ligue des champions. On sait que, moi, par rapport à ce que tu as écrit dans ton article, je crois aussi à cette possibilité qu'un jour, et même dans un jour rapproché, une équipe MLS remporte cette compétition-là. D'un autre côté, et c'est ça peut-être qui a fait la différence pour l'instant, c'est que les équipes mexicaines ou les équipes à l'extérieur, parce qu'Olympia, c'est pas une équipe mexicaine, je pense que ces équipes-là prennent au sérieux les équipes MLS et leur adversaire, contrairement au sempiternel cliché. Il y a 5 ans, quand l'Impact s'est rendu en finale, je pense qu'il y avait des équipes
qui ne les prenaient pas autant au sérieux des équipes je parle des équipes mexicaines ou autres. Et là, je pense que, et avec Toronto qui est allé en finale, rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, et qui sont passés proches de gagner, c'est clair que là, le mot se passe là, à l'extérieur. Il y a des joueurs mexicains qui vont jouer à MLS en plus. Alors, en quelque part, je suis certain qu'on se dit, on ne veut pas être la première équipe mexicaine qui trébuche face à une équipe de MLS. Hein, il y a une question peut-être d'honneur là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ils abordent ces matchs-là au sérieux, même s'ils font de la rotation dans leur effectif ou quoi que ce soit. On sent qu'il y a une préparation, on sent qu'il y a quelque chose globalement. Alors, en quelque part, quand un club MLS va gagner, ben, le mérite sera d'autant plus grand parce qu'on ne dira pas « Ah, ils ont gagné parce que l'autre équipe les ont pris de haut ». Ben non, pas du tout. Au contraire, ils auront joué le jeu jusqu'au bout. Et ça va être d'autant plus excitant. Et c'est pour ça aussi, quand tu regardes les résultats, je pense pas que moi non plus que les équipes MLS ont été si déclassées que ça. Peut-être ce qui fait la différence, je me répète, mais c'est le fait que nous, on débute notre saison, alors que les équipes mexicaines sont au milieu de leur calendrier. Et ça, c'est peut-être ce qui fait la différence. Si on était peut-être rodés au même niveau, on parlerait peut-être d'une toute autre histoire, mais ça serait à confirmer. Je trouve que justement, pour des équipes non rodées, on se défend très bien. On a des chances et on arrive même à obtenir parfois des très bons résultats. Alors, c'est à suivre. Je pense pas que tout soit coulé dans le béton. Ça va dépendre aussi maintenant avec ce qui arrive avec le coronavirus. Au match retour, qu'est-ce qui va se passer? Comment les joueurs vont réagir, comment ils vont se comporter sur le terrain, ça va être toute une différence cette fois. Est-ce que ça va changer le résultat final? On verra. Moi, je trouve que ça va être intéressant à suivre, dépendamment, bien entendu, si la compétition va reprendre cette année. Exactement, on verra. Et j'aimerais comparer parce que tu as parlé, Toronto est arrivé en finale en 2018. Si tu regardes, par exemple, 2019, moi, je vois une grosse différence entre ce que j'ai vu dans 2019 et 2020. Par exemple, en quart de finale, l'année passée, en 2019, les Tigres avaient éliminé le Dynamo de Houston, l'ensemble des deux matchs sur un score de 3-0. Santos Laguna avait éliminé les Red Bulls de New York sur le score de 6-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et puis, on voit Monterrey qui avait beaucoup de mal à éliminer Atlanta United en s'imposant 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Monterrey qui est parti finalement gagner la compétition à la fin contre les Tigres en finale de cette Ligue des Champions-là. Après, Monterrey a battu le Sporting Kansas City sur l'ensemble des deux matchs sur le score de 10-2. 5-0 à l'aller, 5-2 au retour. Donc bref, ces écarts-là qu'on a voyés déjà dès 2019, j'ai comme l'impression que déjà sont encore moins gros que ce qu'on avait vu en 2019 cette année. Donc bref, on n'en est pas encore là. Je pense que ça a l'air que il va falloir attendre encore quelques années. C'est dommage parce que beaucoup de Mexicains, on les voit souvent parler sur nos comptes et ainsi de suite, qui disent ça fait 10 ans qu'on entend que l'écart se rétrécit. À chaque fois, la Liga MX, les clubs de Liga MX vous donnent une leçon. Jusqu'à maintenant, ils ont raison, même si dans les 6 dernières années, on a 3 finalistes en MLS qui sont arrivés jusqu'en finale sans l'avoir remporté. Donc 3 finalistes, l'Impact de Montréal, Toronto FC et c'était qui la troisième? Real Salt Lake qui était, 8 dernières années parce que Real Salt Lake était en 2012 ou 2013. Donc, en tout cas, un des deux. Donc bref, il y a eu quand même du progrès. Sauf qu'on a encore des croûtes à manger, je pense, du côté de la MLS. Donc voilà, ça c'est pour la Ligue des Champions. Je veux juste avoir comme ça, juste pour s'amuser. On sait que c'est quand même assez tôt dans la saison MLS, parce que comme j'ai dit, il y a eu 2 ou 3 matchs joués par les clubs de MLS. En fait, 2 matchs joués par tous les clubs, en fait, pas 3. 2 matchs joués par tous les clubs. Je veux avoir un peu ton avis, Mathieu. Est-ce qu'il y a une équipe qui, en ce début de saison, on sait qu'on est très au début de saison, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a vraiment impressionné jusqu'à maintenant? Comment dire? C'est trop tôt, je pense, pour le dire. 2 matchs, une équipe qui impressionne parce que... Jusqu'à maintenant, en prenant en considération que c'est tôt. Oui, je comprends. Écoute, mais pour avoir suivi comme tel les matchs un peu, moi, je dirais que en termes de, ce que j'appellerais, là, entre guillemets, d'impression, je trouve que le Sporting, même si moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, je trouve que les débuts du Sporting démontrent que l'an dernier, c'était peut-être un accident de parcours, leur classement. Ils ont commencé leur saison avec 2 victoires en autant de matchs, une à l'étranger, une à la maison. Ils ont l'air d'être pas mal solides, malgré le fait que ce soit pas une équipe très dépensière. Fait que moi, je trouve ça encourageant comme début de saison.
Pourtant, ils ont dépensé, hein. Alan Pulido, ça n'a pas coûté 2 sous, hein. Et je pense que c'est la première fois qu'ils dépensent autant sur un attaquant. On parle d'une somme de-dessus de 10 millions. C'est là où je voulais c'est quand même intéressant, oui. C'est là où je voulais en venir. Ils ont la réputation, effectivement, d'être une équipe qui n'est pas la plus dépensière. Mais c'est vrai que Pulido, c'est un gros investissement. Ils ont décidé de sortir un petit peu plus le chéquier, je suis d'accord. Mais après, ils n'ont pas révolutionné tout leur effectif. Ils ont été chercher, certes, un joueur qui pouvait certainement, comme j'aime à le dire, un joueur désigné qui peut amener cette équipe-là ou servir le collectif à un autre niveau, mais le Sporting avait déjà de bons éléments. On se rappellera que c'était une des équipes les plus affectées par les blessures l'an dernier. Ça serait étonnant qu'ils soient tous blessés encore cette année. Les plats, on ne les resserre pas 2 fois de façon générale. Alors, je me dis qu'avec cet ajout-là, sans doute parce que là, on voulait un peu plus de chair autour de l'os pour ce qui est de l'effectif, parce que oui, on avait un bon effectif, mais on trouvait, et c'est ce que les blessures ont peut-être dévoilé, que c'était un peu léger. Bien là, on est allé chercher, c'est ça, un gros nom. Mais c'est ça, je dis pas que c'est l'équipe qui va terminer en tête à la fin de saison, mais ils ont connu un très bon départ en comparaison, par exemple, du Galaxy de Los Angeles qu'on attendait. Mais là, ils ont une défaite et un match nul. Moi, c'est une de mes déceptions là, au cours de en termes de début de saison comme tel. Alors, c'est ça. C'est là-dessus que moi, je vois plus dans l'Ouest des différences. Alors que dans l'Est, comme tel, là, quand on regarde, là, c'est au contraire, pour l'instant, les 2 premiers matchs, on ne peut pas souligner de tendance générale. Alors, les équipes d'expansion n'ont pas connu de départ canon. L'Inter Miami et Nashville ont tous perdu leurs 2 premiers matchs. Ça ne veut pas dire que ça va rester en l'état, bien entendu. Cincinnati a encore 2 défaites. Ça prouve qu'ils ont encore une longue route à traverser pour être une meilleure équipe après l'an dernier. Maintenant, tu regardes dans l'Est, à part Atlanta qui a 2 victoires en 2 matchs, on se demande si ça va durer en l'absence de Joseph Martinez. Il y a une surprise peut-être, c'est que les Red Bull aient 1 match nul et 1 victoire. Mais pour moi, c'est une équipe qui a une identité forte. Ils savent dans quelle direction ils s'en vont. Alors, peu importe la position au classement, on sait comment les Red Bull jouent, on sait ce qu'ils ont à offrir sur le terrain, puis on sait qu'ils ont une académie très, très, très au-dessus des autres. Et ils sont capables de renouveler leur effectif en partie grâce à ça. Donc, c'est les faits de les voir 3e, même si c'est juste 4 points, et c'est pas tant une surprise. Une autre surprise, peut-être, ce serait DC United parce que, et là, c'est pour ça que je t'attendais un peu au tournant avec cette question, David, parce que, excuse-moi, Adi, parce que... T'es habitué à Kaiser Foot, c'est pour ça. Là, pour ceux qui savent pas, notre ami Mathieu Lemay a un podcast sur le foot allemand qui s'appelle Kaiser Foot avec David Lortolari, donc il m'a appelé David par erreur. J'ai fait un beau lapsus, effectivement, désolé, Adi. C'est correct, c'est correct. Mais je tiens à souligner qu'Adi nous suit fidèlement sur Kaiser Foot et je l'en remercie. Alors, en fait, c'est là-dessus que je voulais te relancer, Adi, c'est que DC United, quand même, pour une équipe qu'on voyait médiocre, ils ont commencé la saison avec au moins une victoire en 2 matchs, même s'ils ont perdu l'autre match. Alors, c'est trop tôt, évidemment, pour se prononcer, mais ils ont déjà gagné un match, ce qui est beaucoup plus que le Révolution, Orlando, l'Union de Philadelphie, puis et même New York City FC qui commence la saison avec 2 défaites. Par contre, moi, New York City FC, ils ont 2 défaites, mais je ne les vois pas aussi dominants que l'an dernier, de toute façon. Parce que je dis ça comme ça parce que je sais, et je vous ai écouté attentivement, vous avez fait des articles, le fameux guide MLS, très touffu, très complet, dont je recommande la lecture. Et vous avez fait un podcast, justement, pour faire vos prédictions. Alors, au moment où on regarde les effectifs en place, oui, il y a quelques surprises comme ça. Et oui, il y a des équipes auxquelles on s'attendait à ce qu'il y ait soit des progressions, soit des reculs. Le mercato n'est pas fini. Il va en avoir probablement un autre cet été si un temps soit peu que la saison ne soit pas annulée ou jouée à mi-chemin. Ça, on pourra en reparler dans une autre question après. Mais pour l'instant, là, de ce que je regarde comme tel, c'est que dans l'Est, on n'a pas de grand écart, on n'a pas d'équipe qui se démarque énormément pour l'instant. Je pense pas qu'Atlanta qui soit en tête le reste indéfiniment. Ensuite, pour ce qui est de l'Ouest, ben c'est ça. Pour moi, le Sporting, c'est un petit peu une surprise, même si je les voyais quand même beaucoup plus haut. Puis peut-être pour compléter, je dirais que les équipes qui sont à égalité avec le Sporting, ben Minnesota, malgré que Quintero ne soit plus là et que le recrutement était peut-être pas aussi excitant que l'an dernier, ils sont dans une bonne lancée. Ils ont 2 victoires aussi en autant de matchs. Après,
Et là, ça rejoint, je pense, je me souviens plus si c'est Antoine Latran qui en a parlé, c'est la progression du Rapids du Colorado. Ils ont 2 victoires également en 2 matchs. C'est une équipe qui était parmi les plus médiocres l'an dernier et dont je pense, avec le recrutement, il y a la possibilité d'une progression. Il faut là, je crois pas que Colorado... Il ne faut pas oublier que les Rapids avaient fait une très très bonne fin de saison où ils ont failli se qualifier pour les séries. Hein. Donc ils continuent sur leur lancée parce qu'en fin de saison, je pense que c'était une des meilleures équipes de la ligue dans les 2-3 derniers mois de l'année. Donc bref, ils ont trouvé leur entraîneur, je pense, là, qui a serré les rangs et sur lequel justement les joueurs se fédèrent. Et ça, si c'est dans la continuité, comme tu dis, c'est tout à fait logique. Alors, est-ce que Colorado va maintenir ce rythme-là? Parce qu'on sait comment à MLS, avec la parité, comment les capacités d'ajustement, des bonnes formations sont un indicateur après de la suite des choses. C'est là qu'on va voir où le Rapid se situe vraiment au classement dans l'Ouest par la suite. Parce que je pense quand même que le Sporting est plus solide au niveau structurel pour l'instant que le Rapids. Mais c'est encourageant, il faut le dire, pour Colorado. Ils sont dans la bonne direction. Reste à savoir où ils vont se situer puis quelle est la marge de progression de cette équipe. Parfait. Ben écoute, tu as répondu à toutes mes questions avant que je les pose, donc c'est parfait. Moi, je vais répondre à la première question qui était qui est ma surprise jusqu'à maintenant. Pour moi, l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est Minnesota. Moi, je m'attendais à ce que Minnesota commence mal la saison. Non seulement tu as mentionné qu'ils ont 2 victoires, mais ils ont 2 victoires à l'extérieur, et c'est ça qui est très surprenant pour moi. Après, bon, c'est pas non plus 2 victoires contre des équipes qui sont bien au-dessus. Si je me rappelle bien, c'était 2 victoires, une victoire à... J'essaie de retrouver les matchs qu'ils ont joués. Bref, en tout cas, on reviendra là-dessus. Mais c'est une équipe qui m'a impressionné de par le fait qu'ils ont remporté ces 2 matchs-là. Moi, je m'attendais à un très mauvais début de saison. Je trouve que l'équipe n'est pas aussi forte que ce qu'elle était avant. Par contre, ils sont en train de prouver qu'effectivement... ils ont ce qu'il faut. Ils ont gagné un premier match à Portland sur le score de 3-1, puis le deuxième à San Jose sur le score de 5-2. Et c'est ça qui est encourageant, c'est que c'est pas 2 petites équipes. Hein. San Jose, on a parlé bien évidemment de combien Almeida est un excellent entraîneur. Puis Portland, on connaît Portland, même si cette année je les vois pas très très haut. On connaît la capacité de Portland à remporter des matchs. Et pour la déception, toi t'en as déjà parlé, la déception pour moi de ce début de saison-là, bien évidemment, je prends les 2 conférences ensemble. Et pour moi, la grosse déception, et t'en as parlé, c'est New York City FC avec 2 défaites. Après, je veux leur donner aussi... je veux les défendre aussi parce que les 2 matchs qu'ils ont joués, c'est 2 matchs à l'extérieur. Donc déjà, ça met les choses en perspective. La deuxième chose, quand ils ont perdu, ils se sont pas fait dominer. Je trouve pas qu'ils se sont fait dominer. C'est 2 défaites qu'ils ont eues de 1-0. Une au Crew de Columbus et l'autre à Toronto. 2 clubs qui ont un très bon effectif aussi. Donc, c'est des défaites qui ne sont pas non plus imprévus. Ils n'ont pas été battus par des petites équipes de la conférence, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest. Mais c'est quand même décevant. J'aurais aimé qu'ils puissent soutirer un point ici, un point d'ici, un point de là. Ils n'ont pas réussi. Ce qui est un peu inquiétant, et pour moi, c'est qu'ils n'arrivent pas à marquer. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que le premier match de la saison, quand ils ont joué en CONCACAF Champions League face à San Carlos, le club costaricien, ils avaient marqué 5 buts à l'aller, 1 but au retour. Et depuis, les 3 derniers matchs, ils sont muets avec 0 but marqué. Et c'est ça qui est un peu plus inquiétant pour moi. Donc bref, on est encore tôt au début de la saison. Il y a plein de choses qui peuvent changer. C'est sûr, bien évidemment, si jamais la saison reprend. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'on va avoir une saison MLS parce que ça s'annonce extrêmement excitant. Après, il faut dire que pour que la saison soit complètement annulée, il faut vraiment que le virus n'ait pas disparu d'ici 30 jours. Ce que je serais vraiment très étonné si c'est le cas. Et si c'est le cas, on serait un peu dans la chenoute tous ensemble. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce podcast-là. Je ne sais pas si Mathieu, tu as quelque chose à ajouter?
Ben, c'est par rapport au coronavirus et je voulais rajouter juste rapidement quelque chose parce que je sais qu'il y a eu des inquiétudes que moi j'ai pu lire par rapport à l'économie de la MLS. Alors là, évidemment, je ne veux pas faire mon autopromotion, mais j'ai écrit un article sur la valeur des clubs en MLS et comment cette ligue misait sur le long terme pour arriver à obtenir des revenus, à être un club une ligue qui rapporte et où les clubs sont bénéficiaires. Maintenant, cette crise par rapport au virus, certains ont dit, ben là, déjà que les clubs ne font pas de revenus, ça risque de jeter un coup dur sur les équipes MLS. C'est vrai à court terme, mais la façon dont la Ligue est gérée, je pense qu'ils ont les moyens d'être capables de tenir, si on veut, ce contre-coup-là. Il faut savoir qu'il y a des ressources au sein de la MLS. J'avais parlé, entre autres, du SUM, cette espèce de filiale boîte noire où les clubs mettaient de l'argent justement pour entretenir leur marketing et tout ça, mais c'est aussi une espèce de... on ne sait pas, ça pourrait peut-être servir de fonds de réserve en attendant. Ensuite, le fait que la MLS commence sa saison au moment où la crise survient, ça lui laisse un petit peu plus de marge de manœuvre pour ajuster son calendrier. Alors, reste à savoir combien de temps la crise va durer. Évidemment, avec ce qui se passe aux États-Unis et la façon dont, au niveau politique, mais là, je ne veux pas faire de la politique, mais la façon que les dépistages et tout ça, c'est géré par les gens en poste de pouvoir, dans les postes les plus importants, ça laisse présumer que la crise pourrait durer plus longtemps qu'on s'y attend, mais le fait que la Ligue ait pris des responsabilités, on en a parlé en début d'émission, et le fait que je pense qu'ils aient des plans de contingence pour ajuster leur calendrier pour la suite de la saison, je pense que ça leur laisse une marge de manœuvre suffisante pour qu'on ait peut-être quelque chose, une fois qu'on va franchir cette étape-là, qu'on va passer au travers de la crise. Et c'est ce qui me laisse à penser que la MLS devrait pouvoir quand même assez bien s'en sortir. Et je dis pas ça pour me comparer aux autres ligues, alors parce que je sais que, par exemple, la NBA est en pleine fin de parcours, tout comme le hockey sur glace, et eux, ça risque d'être difficile de se rendre jusqu'au bout dans les circonstances. Je sais qu'il y a peut-être des ajustements de calendrier par rapport aux compétitions internationales. On parle de reporter l'Euro, on parle même de reporter la Coupe d'Afrique des Nations d'une certaine manière, même si pour l'instant, les décisions de ce côté-là s'avère un peu différente au niveau de la Confédération africaine, puisque, bon, il y a la CHAN qui doit se disputer, puis comme c'est les joueurs locaux, ben, il n'y a pas eu de décision encore rendue de ce côté-là, mais pour ce qui est des joueurs africains qui jouent en Amérique du Nord, ceux qui vont se déplacer, alors c'est sûr que ça change le calendrier et ça peut affecter la MLS, mais on n'en est pas rendu là pour l'instant. Je pense que donc, pour finir, que Garber et ses partenaires doivent discuter, ils doivent entrevoir les choses de façon à ce que si, par exemple, la crise durait un mois, il y aurait moyen de reporter les matchs et qu'on joue un calendrier complet et qu'on dispute la finale au mois de décembre, comme on faisait avant, par exemple, même si ça impliquerait un réajustement complet par rapport aux pauses internationales. Je pense qu'on envisage les choses comme ça à court terme. Si on doit annuler certains matchs parce que la crise se prolonge, je suis certain que ça fait partie des plans aussi. Moi, j'ai bon espoir qu'on voit du soccer de la MLS d'ici la fin de la crise et qu'on ait une saison intéressante, peu importe sous quelle forme ça va se présenter. Et pour ce qui est des profits et des bénéfices, la MLS vise d'abord le long terme et non pas le succès à court terme qui serait éphémère. Et je pense qu'il y a comme j'ai dit, il y a des solutions là, pour que les clubs là, ne soient pas en danger là, où est-ce que les pertes financières dues à la crise, là, ça mettrait fin, par exemple, à leur activité. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une ligue fermée, alors donc il n'y a pas de conséquences financières s'il y avait une histoire de promotion-relégation non plus. Merci Mathieu d'avoir parlé de ça. Bien évidemment, je vous conseille bien évidemment de lire l'article de Mathieu sur Culture Soccer par rapport aux valeurs des franchises MLS. Écoute, merci Mathieu d'être venu ici remplacer mes co-rédacteurs en chef Antoine et Anthony qui m'ont laissé orphelin cette année. Ah, mais j'espère que je suis plus qu'un simple remplaçant, mais je suis content de toujours participer avec vous à cette aventure qu'est Culture Soccer. Oui, effectivement, tu es bienvenu quand tu veux, mon cher Mathieu, c'est sûr. Tu es plus qu'un remplaçant, bien évidemment, mais j'ai dit cette année, je voulais dire cette semaine. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir aussi d'échanger de soccer avec toi. La raison pourquoi je parlais des renards du soccer au début, c'est que ça nous a permis de vraiment de commencer à travailler ensemble puis de s'apprécier beaucoup. Puis toujours la moindre opportunité de discuter foot et soccer avec toi, c'est toujours à la fois un énorme privilège et un réel plaisir.
Ah, merci, mais vraiment, moi aussi, c'est réciproque ici de mon côté. Ben, merci à tous les auditeurs de nous écouter de semaine en semaine. Je ne sais pas si jamais on va faire une pause de podcast durant cette crise du coronavirus. Je pense qu'on va quand même en faire de temps en temps. Peut-être qu'on rate une semaine ou quoi que ce soit, mais on vous gardera au courant par rapport à ce qui arrive de ce point de vue-là. Merci encore d'être aussi fidèles et vive Culture Soccer, vive la MLS et le soccer en Amérique du Nord. À la semaine prochaine.